Contribuer à la construction des histoires de vie dans le Grand Ouest m'est particulièrement cher. C'est ma région natale. Je l'ai quittée à 20 ans, j'y suis revenu voilà 15 ans, après 25 ans d'absence. Absence partielle, comme ma présence actuelle d'ailleurs, car je partage mon temps avec le Québec. Cette alternance qui construit des appartenances relativement inédites n'est qu'un exemple, je pense, de nombreux trajets sociaux personnels modernes. Elle prolonge peut-être cependant une dynamique culturelle assez spécifique aux habitants du Grand Ouest. En effet, pour ces derniers, la région ne s'arrête pas aux côtes atlantiques. Elle comprend aussi l'océan, et même au-delà, suivant des limites mal définies qui ouvrent des perspectives d'exploration. Grand Ouest a donc deux dimensions, une dimension spatiale, mais aussi une autre, utopique, mythique, faite de nouvelles frontières à explorer en ouvrant de nouveaux passages, de nouvelles voies. Les histoires de vie dans ce Grand Ouest se sont construites en entremêlant ces deux dimensions. Elles sont bien localisées, elles ont un ancrage spatial précis qui délimite un territoire, un terroir, et j'allais dire même un terreau dans lequel elles plongent leurs racines, mais ces histoires de vie ne se seraient pas développées avec l'ampleur actuelle si elles ne s'étaient pas ouvertes au grand large, au grand vent, aux grands courants intellectuels et sociaux. Des vents ont soufflé. Encore fallait-il les capter, les transformer en énergie motrice, en projet. Amis auditrices et auditeurs, nous vous remercions de participer à cette construction. En effet, préparer cette présentation est une opération en soi. Elle nous a permis de nous remémorer et d'articuler une série d'événements et de personnes qui commençaient à se perdre dans le passé. En discuter avec vous prolongera cette construction. Et c'est absolument nécessaire d'en discuter, car tisser des histoires avec ces deux dimensions visibles et invisibles de la vie est une opération hyper complexe. Elle exige en alternance à la fois des marches en avant, mais aussi des retours réflexifs. Voici donc la carte à grande échelle qui va nous aider à explorer l'histoire des histoires de vie dans le Grand Ouest de la France. Cette carte a été construite en mettant en ordonnée la dimension temporelle à partir de 1986, année d'un colloque à Tours qui est vu comme fondateur, et en abscisse, nous avons mis la dimension spatiale avec d'un côté principalement Chinon, Orléans, Poitiers, Tours, et de l'autre la région Nantes, Angers, Rennes. Les histoires de vie dans le Grand Ouest sont nées en étroite liaison avec l'Association internationale des histoires de vie en formation, ACIVIF, qui elle est née en 90. Et entre les deux existent de nombreuses relations étroites de coopération. Cette carte, en plus, veut visualiser un arbre, avec à la base le collectif Tours, représenté par 8 personnes, Jean Avezoux, Dominique Bachelard, Alex Lenné, Jean-Louis Legrand, Bernard Pogam, Jean Bassileff, Marc Jérôme, Gaston Pinault. Ce collectif, il s'est créé à la suite du colloque de Tours en juin 86 sur les histoires de vie en formation. Et c'est un collectif tout à fait informel qui était composé à l'origine de 3 personnes, Dominique Bachelard, Jean Avezoux et moi-même Alex Lenné. En fait, on se connaissait, on s'était rencontrés parce que on était tous les 3 engagés dans la mise en place d'un dispositif de formation de formateurs, dispositif organisé par le CAFOC d'Orléans,
le Centre académique de formation continue, et qui comportait une part importante d'histoire de vie. Et nous étions engagés dans la mise en place de cette démarche histoire de vie. Et la façon dont on a procédé pour travailler ensemble, ça a consisté d'abord à dire à décrire quelles étaient nos pratiques, et à échanger autour de nos pratiques, à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'analyse de pratique. Et on a trouvé cet exercice extrêmement intéressant, et on a décidé de continuer à faire de l'échange autour de nos propres pratiques histoire de vie. Et puis, de proche en proche, on s'est dit que ce serait... donc là, le collectif existait déjà. De proche en proche, on s'est dit qu'il serait intéressant de faire appel à quelqu'un qui était connu et reconnu, enfin qui faisait autorité un peu dans le domaine des histoires de vie en formation, et qui était sur place, c'est-à-dire Gaston Pinault. Et ce contact-là, il a été établi par Dominique Bachelard, qui travaillait avec Gaston. Et Gaston a été intéressé par la manière dont on procédait. Il s'est joint à nous et il a apporté beaucoup de choses. Mais en particulier, sa venue s'est traduite par deux évolutions importantes. Une première évolution, c'est que ce groupe a été quantitativement élargi, c'est-à-dire de 3 personnes que nous étions. Il s'est ouvert à Jean-Louis Legrand, à Jean Vassiliev, à Bernard Pougam, à Marc Jérôme. Ça, c'est une première évolution. Et une seconde évolution que Gaston Pinault dont il est l'auteur, c'est que nous avons fait une publication, nous avons réalisé une publication qui s'appelle « Méthodologie des histoires de vie en formation de formateurs » et qui est le premier ouvrage de la collection Histoire de vie édité par Peuple et Culture et Éducation Permanente. Voilà en gros pour ce qui concerne ce collectif. Et puis plus tard, au-delà du collectif, il y a eu une structuration en forme associative, à la fois à travers l'Association internationale des histoires de vie en formation et à travers Histoire de vie Grand Ouest. Je me permettrai de présenter Jean Vassiliev dans la mesure où il est le seul à avoir disparu. Jean est mort en effet en 1995. Il était créateur à Nantes de l'Institut du projet et a été auteur en 90 d'un livre pionnier sur le rapprochement entre histoire de vie et pédagogie du projet. Ensuite, au niveau du tronc, apparaissent au fil des années Christina Bels, Christophe Niewiadomski, Martine Lanibel, Patrick Brun. Enfin, en 1996, arrive une série de jeunes qui développent la frondaison. Martine Coste, Muriel Molinier, Bernard Robert, Jean-François Rayon, Fabienne Leblond, Isabelle René, Magali Thuyer, Zoubida Betadj. À l'extrême droite, quelques personnes qui ont particulièrement contribué à cette émergence, mais qui ne font pas partie d'Ivigo. Pascal Gavani, qui est de Chinon, qui a produit un livre récent sur quête de sens et formation. Christian Leray de Rennes, qui organise ce colloque Histoire de vie et dynamique langagière, qui marquera une étape importante dans cette émergence des histoires de vie dans le Grand Ouest. Et enfin, quelqu'un qui m'est cher, Auguste Bouvet, ajusteur syndicaliste originaire de la Mayenne, qui vient d'écrire ses mémoires. À côté de ces personnes se trouvent les différentes opérations qui nous ont mobilisés. Sur fond clair, ce sont les colloques et séminaires. 7 colloques qui sont tenus principalement à Tours, Histoire de vie de 86, Histoire de vie de prisonniers de guerre en 88, Histoire de vie de collectivité en 89, Approche linguistique en 91, 96 l'accompagnement en histoire de vie, 97 et 98 demeure et mobilité et forme du récit. À Nantes, en 96, Patrick Brun et Dominique Bachelard ont organisé le séminaire Histoire de vie et public en difficulté, et une université d'été
a eu lieu dans la région d'Orléans en 93, intitulé « Histoire de vie professionnelle et transmission entre générations ». Nous allons donc maintenant retrouver chacun de ces acteurs-auteurs pour que chacun puisse dire comment il est arrivé aux histoires de vie et quels sont ses projets. Je me suis intéressé aux histoires de vie, à l'histoire de vie et à l'histoire de vie en formation parce que j'avais besoin, vraiment besoin de comprendre un certain nombre de choses concernant ma propre formation et pour être encore plus précis, concernant quelque chose qui a été un échec dans mon parcours de formation, un échec relatif, mais il y a des ambitions, enfin il y a un projet en tout cas sur lequel j'ai échoué dans le champ de ma formation et j'avais besoin, ce projet c'est la grecque de philo, et j'avais besoin de comprendre pourquoi il y avait eu échec là. Et j'avais d'autant plus besoin de le comprendre que quand on relativise un échec que l'on a connu dans le champ de la formation, quand on est capable de déceler quels sont les facteurs externes, contextuels, sociaux par exemple, qui ont pesé sur cet échec, mais aussi des facteurs un peu psychologiques, c'est pas sans effet, c'est pas sans intérêt, c'est-à-dire que ça permet d'une certaine manière d'évacuer le sentiment que on est coupable et responsable de ces échecs ou qu'on échoue parce qu'on est incapable. Et évidemment, cette analyse, cette prise de conscience est extrêmement importante parce qu'elle libère l'avenir, c'est-à-dire elle modère le sentiment de culpabilité et elle donne la possibilité de s'engager dans des formations à venir avec beaucoup plus de confiance en soi, on va le dire simplement comme ça. En fait, ce que je suis en train de décrire là, c'est le concept d'historicité, c'est-à-dire ce travail très particulier qui consiste, à partir de l'analyse de son passé, à prendre davantage prise et à ouvrir davantage les perspectives de l'avenir et du futur. Donc voilà pour l'aspect personnel. L'aspect plus c'est aussi personnel, mais qui est plus centré sur la théorie et la méthodologie, c'est que quand j'ai passé mon bac, j'ai voulu faire des études universitaires, et au fond, ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait, et ça me passionne toujours, c'était comprendre, c'est un peu ambitieux de dire ça comme ça, mais c'est comprendre l'homme, c'est-à-dire c'était comprendre ce qui se passe dans la vie d'un homme, ses plaisirs, ses désirs, ses ambitions, j'en ai parlé à l'instant, ses amours, mais aussi ses échecs, ses peines, ses deuils, ses souffrances, et ses drames personnels. Au fond, c'était comprendre la vie d'un homme dans sa globalité et avec la trame et les drames qui traversent cette existence. Le numéro spécial de la revue Éducation permanente consacré aux histoires de vie en formation, que ça a fait écho. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans ces démarches-là quelque chose qui répondait à mon intérêt pour la compréhension de l'existence humaine, de l'homme tel que je l'évoquais tout à l'heure, qui est d'ailleurs beaucoup plus présent dans les romans et dans le cinéma ou au théâtre que dans les études de psychologie. Et donc, cette rencontre avec l'histoire de vie était rencontre entre une pratique qui existait, y compris dans le champ de formation, et puis ce qui m'intéressait depuis toujours. Pour le dire autrement, aujourd'hui, on dirait que je rencontrais avec l'histoire de vie véritablement une approche clinique qui se centre justement sur la globalité de l'existence humaine. Christine, dans cette construction des histoires de vie dans le Grand Ouest, tu es une personne présente quasiment depuis le départ, puisque dès 88, tu produis le premier mémoire de EBS, pratiquement, intitulé « Le récit de vie d'enfant comme outil complémentaire à l'action éducative ». Et l'an dernier, en 97, tu produis ta thèse intitulée « Histoire de vie d'enfants placés et construction d'historicité ». Peux-tu nous dire comment tu es arrivé à utiliser cette approche ? Aussi, quelles difficultés, quels avantages tu as tirés de cette utilisation, et pour l'avenir, qu'est-ce que tu comptes en faire ? Alors je vais essayer de retracer un petit peu mon parcours par rapport à l'histoire de vie, mais je crois que comme beaucoup d'entre vous, j'ai utilisé l'histoire de vie sans savoir, par le fait que lors d'un premier mémoire de formation de travail social,
j'avais déjà utilisé la parole d'enfants autistes pour mieux, comme témoignage, et pour mieux comprendre leurs problématiques. Et que je pense que cette sensibilité à la connaissance qui existait déjà, c'est-à-dire la connaissance qui vient du sujet, celle qui vient du sujet. Je portais vraiment intérêt à celle-ci. Et en 85, eh bien, je t'ai rencontré. Et lors d'une formation, lors d'un cours, d'une intervention dans une formation universitaire. Et je crois que cette intervention a été une révélation pour moi. Et l'histoire de vie m'a paru être à ce moment-là un outil que j'ai pu utiliser dans le travail de recherche auprès d'enfants placés et une approche accessible que j'ai continué d'ailleurs à développer, à approfondir et qui n'avait pas été utilisée avec des enfants. Qui n'avait d'ailleurs, pas été utilisée d'autant plus avec des enfants placés. Suite à donc, cette rencontre avec toi-même, j'ai pu aussi lire le livre de Martine Lani. Et il y a eu une période aussi qui est importante, ça a été la soutenance de la thèse de Martine sur le message généalogique. Et avec Martine, effectivement, nous étions quand même dans le même combat, c'est-à-dire celui de redonner la parole aux enfants placés. Et d'autant plus pour ne pas les désapproprier de leur histoire. Donc je reste, c'est vrai, avec cette complicité avec Martine, et nous avons des projets en perspective. Il y a eu également la rencontre avec Christian et Nicole Léaumont de Vaucresson, et qui, lors d'un colloque international, qui est autour de l'histoire de vie au risque de la recherche, de la formation et de la thérapie, ont été des personnes aussi très très importantes dans le sens où j'ai découvert leur expérience, j'étais confrontée à leur expérience de recueil de récits de jeunes sortant de prison. Et donc déjà de cette expérience, d'une pratique de l'histoire de vie avec des adolescents. Et puis ensuite, il y a eu une autre rencontre qui a été importante aussi, ça a été celle à travers le livre Névrose de classe, donc de Vincent de Goljac, où j'ai été confrontée à une approche qui me semblait être essentielle, d'autant plus dans le travail social et avec des enfants en difficulté, c'est-à-dire l'articulation du social et du psychique. Eh bien Martine, je te vois un peu comme une sorte d'Amazone du Grand Ouest, dans la mesure où tu viens du Sud-Ouest. Tu es apparu à Tours avec la première thèse d'État sur les histoires de vie, abordée de façon très spécifique, puisque ta thèse était intitulée « Le message généalogique ». Et maintenant, tu es à l'Université de Nantes et c'est grâce à toi, en grande partie, qu'on peut tourner ces vidéos. Peux-tu nous raconter un peu cette équipée là dans le Grand Ouest ? Mon équipée dans le Grand Ouest, ça a commencé avec les histoires de vie sans que je m'en rende compte pendant longtemps. Parce que j'avais mis en place dans mon cadre professionnel en tant que psychologue une pratique un petit peu contrevenante par rapport aux fonctions qu'on me demandait. C'est-à-dire on me demandait de soigner des enfants et je n'avais pas l'impression qu'ils étaient demandeurs de soins au sens thérapeutique du terme. Mais c'était des enfants qui étaient en panne d'histoire et avec qui, un peu intuitivement, sans trop réfléchir à ce moment-là à ce que je faisais, j'avais mis en place une pratique qui ressemblait étrangement aux histoires de vie. C'est-à-dire les amener à rentrer dans une appropriation de leur histoire en faisant un travail avec eux à partir de leur dossier. C'était des enfants qui avaient connu différents milieux de vie et qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient plus de témoins autour d'eux de leur histoire et qui n'avaient pas les moyens de pouvoir se raconter un petit peu ce qu'ils avaient fait les années précédentes, où ils étaient à tel âge, etc. Et donc je faisais ce travail-là avec eux. Et au bout d'un certain temps, Jacques Videvert, qui encadrait ma thèse à ce moment-là, m'a dit « Mais j'ai l'impression que ce que vous faites, ça ressemble aux histoires de vie, vous devriez aller rencontrer Gaston Pinault. » Donc c'est comme ça que je t'avais contacté, tout début des années 90. Et quand j'ai découvert ce qu'étaient les histoires de vie, c'est vrai que ça m'a permis de comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et de développer vraiment une autre dimension et d'aller plus avant dans cette pratique avec les enfants
Et j'ai découvert que ça se faisait avec les adultes et ça m'a amené aussi à aller jusqu'aux histoires de vie généalogiques, c'est-à-dire non seulement se raconter soi, laisser des personnes âgées se raconter, mais raconter aussi ses ancêtres et ses antécédents ou ses antécédences. Dans cette création-là qui t'est propre, que tu appelles les histoires de vie généalogiques, que tu viens de publier, tu sous-titres d'Œdipe à Hermès. Peux-tu expliciter un petit peu ce sous-titre ? Oui, j'ai récupéré la figure d'Hermès parce qu'il me semble que c'était quelqu'un qui assure bien la liaison entre les temps et les gens et que ce personnage-là permettait de redonner un peu de relief à cette platitude oedipienne, c'est-à-dire à la figure triangulaire, et que les représentations qu'on pouvait avoir de son histoire, ça allait au-delà du triangle papa, maman, bébé, mais que ça intégrait toutes les ascendances. Et Hermès créant des liens, gérant un peu les circulations et les rencontres à des carrefours générationnels notamment, me paraissait bien endosser cette fonction-là. Et actuellement, quelle piste tu vois pour développer cette ouverture et qui est inédite, je trouve, hein, dans cette jonction entre histoire de vie personnelle et puis généalogie, qui est plutôt l'histoire de vie des ancêtres. Et le fait d'articuler l'un à l'autre donne une profondeur historique là, forte. Ouais. Qui s'articule tout seul et assez spontanément finalement, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de parcours historiques intègrent ce rapport générationnel, et c'est un thème qui passionne beaucoup de gens. Et donc ça rassemble assez vite et les personnes qui se racontent perçoivent très rapidement comment cette dimension-là donne du champ à leur propre rapport, à leur histoire, la relativise aussi beaucoup et chacun y arrive assez facilement. Donc même en initiant des parcours comme ça, que ce soit auprès d'étudiants en formation initiale comme en formation continue, et avec des personnes aussi du troisième âge, on arrive à reconstruire des parcours tout à fait étonnants et passionnants. Alors Patrick, ton arrivée en 92 a renforcé un courant de recherche particulièrement important, celui des histoires de vie en collectivité. Ce courant avait émergé à la fin des années 80, porté principalement par Jean-Louis Legrand. Un séminaire franco-québécois à Tours en 89 avait ponctué de façon forte ce courant. Et toi, tu es arrivé avec un partenariat d'ATD Carmonde. Tu viens de soutenir ta thèse intitulée « Connaissances émancipatoires et histoire de vie en collectivité, les pratiques d'ATD Carmonde ». Peux-tu nous raconter cette aventure ? Bien, tu y es directement associé puisque c'est en fait toi qui m'as lancé dans cette aventure, puisque c'est lors d'un déjeuner que nous avons pris ensemble en février 92 que je t'ai raconté un petit peu quelle était mon expérience du mouvement ATD Carmonde. Pour moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que la spécificité du mouvement ATD Carmonde, c'était de favoriser l'émergence des savoirs et la restauration des savoirs chez des personnes et des familles en grande difficulté, par notamment donc en favorisant les interactions entre elles et le reste de la société. Et il y avait une sorte de renversement, ça n'était plus les enseignés c'était les enseignés qui devenaient enseignants, et donc les personnes issues de la misère qui étaient invitées à produire leur savoir. Et les personnes de la société à écouter et comprendre et entrer dans cette compréhension. Si bien que je crois qu'il y avait déjà là deux dimensions. D'une part, un renversement du rôle de l'acteur et du chercheur. Le chercheur, en quelque sorte, donnant la parole à l'acteur devenant co-chercheur. Et puis, je dirais qu'il y avait une autre dimension qui était pour moi tout à fait intéressante, qui était la dimension interactive et même interactionnelle entre les acteurs eux-mêmes, les chercheurs bien sûr, mais aussi entre le milieu collectif des acteurs et le milieu collectif des chercheurs, de l'université, de la société, etc. Et finalement, tu m'as révélé, tu m'as aidé à comprendre, je dirais, ces dimensions
qui rejoignait par ailleurs mes préoccupations alors en tant que formateur, puisque j'étais formateur depuis longtemps et responsable de formation notamment auprès de personnes en difficulté, et d'autre part que j'étais engagé dans le mouvement ATD Quart Monde, et donc mon expérience d'ATD Quart Monde et confrontée à mon expérience de formateur m'a effectivement fait prendre conscience des dimensions émancipatoires de ce rapport interactif entre les acteurs, les chercheurs, le milieu des acteurs et le milieu des chercheurs. Christophe, je pense qu'on s'est découvert au 4e étage de l'UFR Arts et Sciences Humaines de l'Université de Tours. Tu venais de terminer un DEPS sur le travail avec les alcooliques. Voilà, ensuite, tu as fait un DEA intitulé Histoire de vie et psychothérapie éducative en alcoolologie. Et maintenant, tu fais une thèse sur l'histoire de vie entre formation et thérapie. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, mon entrée dans le réseau des histoires de vie, ça date de 92. À l'époque, je venais de terminer un DEPS avec Roland Fontenot et je travaille toujours d'ailleurs dans un centre de désintoxication pour personnes alcooliques où une grande part du travail s'organise autour d'un travail collectif, psychothérapie de groupe, information de groupe. Et c'est un modèle qui marche plutôt bien, mais qui a cet inconvénient de faire en sorte que les gens ont tendance parfois à évacuer un peu le sens de leur conduite autour de l'alcool. Et moi, je me suis toujours intéressé à cette question du sens. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, développe une conduite d'addiction, au-delà des aspects biologiques qui sont incontournables, évidemment. Et alors, à l'époque, les gens que j'accompagnais, j'essayais de comprendre un peu ce qui se passait pour eux et j'essayais d'avoir une appréhension de leur personnalité. Je m'intéressais à la personnalité des gens avec qui je travaillais et j'avais essayé de développer un travail en utilisant des approches très instrumentalisées telles que la graphologie, telles que des tests, des inventaires de personnalité, où j'essayais de comprendre ce qui se passait pour les gens. Et puis assez rapidement, donc ça c'était la fin de mon DEPS, et assez rapidement je m'étais rendu compte que j'obtenais des renseignements intéressants sans doute sur ce qu'étaient les gens, mais que je ne pouvais pas savoir comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là. Il y avait quelque chose qui m'échappait, et que peut-être la meilleure façon de comprendre ça, c'était de recueillir le récit de vie des personnes. Et puis, donc je rentre en DEA, je te rencontre, on discute des histoires de vie. J'ai l'occasion de rencontrer Guy de Villers également, avec qui je vais faire mon récit de vie autobiographique à la même période. Et puis assez rapidement, je m'aperçois que je suis un peu coincé avec ces histoires d'instruments psychologiques là. Et que ce qui m'intéresse réellement, c'est l'histoire des gens et surtout ce qu'ils disent de leur histoire, la subjectivité du sujet. C'est ça qui m'intéresse. Et là, je vais commencer à développer vraiment une perspective de l'histoire de vie, non pas dans le recueil de récits de vie comme un chercheur qui dirait quelque chose qui viendrait faire une interprétation du récit de vie de quelqu'un, mais plutôt dans une perspective dialogale, c'est-à-dire le sens se construit dans l'entre-deux de la relation entre l'interlocuteur et le narrateur. Et puis, donc je termine mon DEA sur cette question-là, et ensuite, avec ton aide, dans la première année de la thèse, je vais développer une méthodologie d'accompagnement des personnes alcooliques basée sur un travail de groupe. Le groupe est quelque chose de très important, ce qui est cohérent d'ailleurs par rapport à la clinique de l'accompagnement des personnes alcooliques, où les phénomènes de difficultés narcissiques, on peut dire ça comme ça, sont quand même prévalents. Et donc le support rassurant du groupe est quelque chose d'important parce que ça permet aux gens finalement de ne pas être seuls à partager leurs difficultés, de comprendre qu'il y a d'autres gens qui sont dans les mêmes difficultés. Et pour autant, ce travail sur l'histoire de vie va permettre également d'avoir un travail autour de la singularité, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne réduisent pas leur identité à un trait d'appartenance. Les gens sont bien entendu malades alcooliques, mais au-delà de ça, ce sont aussi des gens qui peuvent avoir des activités associatives, qui peuvent être peintres, qui peuvent être sportifs, etc. Et ça, ce sont des choses essentielles parce que ce qu'on va développer finalement dans ce travail d'accompagnement, c'est non pas tant chercher à guérir le sujet qu'à lui faire occuper une place de sujet singulier désirant. Muriel, tu es une apparition récente à Tours comme responsable pédagogique d'un programme de l'Université de Chicago d'initiation culturelle d'étudiants nord-américains. Pour cette initiation culturelle, je pense que tu utilises l'approche des histoires de vie de façon assez innovante
Peux-tu nous raconter comment tu y es arrivé? Alors pour répondre à cette question, je vais repartir un petit peu en arrière. Je situerai ma sensibilisation aux histoires de vie il y a quelques années à partir d'une préoccupation qui est une préoccupation pour le langage. Le langage en tant qu'il permet à des sujets venant de cultures et de langues différentes, le langage tel qu'il permet à ces sujets de se mettre en relation. Donc ma première préoccupation, elle est là et elle remonte à il y a quelques années. Et c'est à partir de cette préoccupation que je me suis engagée dans un premier travail avec les lettres et les correspondances d'étudiants étrangers en français, donc langue étrangère. Alors, à partir de ce premier ancrage, j'ai fait un travail de thèse sur la relation interculturelle, telle que cette relation pouvait s'articuler à l'élaboration de lettres et de correspondances. La correspondance étant vue comme mise en relation langagière de gens provenant de rivages culturels différents. Et puis, j'ai vu les limites de cette approche, j'ai réélaboré de nouveaux objets, de nouveaux outils de travail, et c'est à ce moment-là que je rencontre les histoires de vie à travers des lectures, à travers des gens, à travers des dispositifs de travail. Et en 1994, à Lille 3, où je suis enseignante de français pour des étudiants étrangers, je commence un premier travail avec les histoires de vie dans un groupe hétérogène sur le plan des origines culturelles. Et là, j'amorce vraiment un travail d'histoire de vie dans la relation interculturelle dans un groupe. Zoubida, tu es arrivée à Nantes en 1995, tu arrives d'Algérie, donc pour nous tu représentes toute une culture autre. Peux-tu nous indiquer comment l'articulation s'est faite? Eh bien, il faudrait que je revienne un peu en arrière pour expliquer les raisons pour lesquelles je suis en France. C'est pas un hasard. C'est parce que je suis en amitié avec une Française depuis plus de 30 ans. Et depuis plus de 30 ans, nous avons échangé une correspondance extrêmement touffue et dense. Et c'est une amitié qui est véritablement authentique et qui nous a construites. On s'est construit en même temps que cette amitié-là. Et quand les événements d'Algérie ont éclaté, donc je me suis retrouvée en France en 1993, effectivement avec mes enfants. Et le premier lieu donc qui m'a interpellée, c'est la France et non pas un autre pays, d'une part. D'autre part, en 1995, donc, quand je suis arrivée, je me suis inscrite à un DEA en sciences d'éducation. Et dans les modules de ce DEA, il y avait donc Martine, la Nibel, qui intervenait et qui, à un moment donné, nous a beaucoup sensibilisés aux histoires de vie. Donc, au fur et à mesure qu'elle parlait d'histoire de vie et de ce concept, de cette problématique, j'ai pris conscience, subitement, que depuis plus de 30 ans, j'étais un peu inscrite dans l'histoire de vie sans le savoir. Et donc, j'ai pris conscience, véritablement, qu'il y a quelque chose qui s'est produit pendant plus de 30 ans, qui est resté opaque, et que les histoires de vie vont véritablement le rendre transparent. Alors cet impact, c'est un peu cette co-influence que nous avons eue, Anne et moi, aussi bien l'une sur l'autre. Et à travers cette correspondance, quand j'ai un regard en arrière, je me rends compte que dans la langue et par la langue, nous nous sommes connus individuellement, nous nous sommes influencés individuellement, mais en même temps, c'était une entrée vers un groupe social bien défini, le mien qui est en Algérie, qui est donc d'origine arabe, et son origine qui est française et de la culture française. Donc le fait que je maîtrise la langue, c'est aussi en partie grâce à elle, parce que c'est une correspondance qui a démarré quand nous étions en terminale, qui a donc perduré jusqu'à maintenant et qui continue. Martine, tu nous es arrivée en 1997 à Nantes par un beau soir d'hiver, avec un beau nom qui nous a tous intrigués, Métanoïa. Qu'est-ce que ça porte pour toi, ce beau nom? Métanoïa, c'est le nom d'un organisme de formation qui s'est créé en 1995. Méta, la transformation, Noïa, l'esprit, c'est l'idée que la formation, et particulièrement la formation pour adultes, est un très bon outil de changement. Donc, je suis venue vous apporter Métanoïa
je rédigeais une plaquette et je voulais savoir si je pouvais annoncer que je pratiquais l'histoire de vie ou s'il me fallait un label, une autorisation, passer une formation quelconque pour avoir l'autorisation d'utiliser le terme récit de vie ou histoire de vie. Alors, je pense que tu travailles avec un public très particulier. En l'occurrence, c'est un organisme de formation qui s'adresse aux travailleurs sociaux et qui surtout cible des problématiques particulières, c'est-à-dire les marginalités. Nous sommes spécialisés sur les problématiques prison, prostitution, toxicomanie, enfin un tas de sujets difficiles auxquels sont confrontés les travailleurs sociaux. Et c'est à cause de ces sujets difficiles qu'on est amené à travailler sur le parcours des travailleurs sociaux eux-mêmes et sur ce qu'ils font là-dedans et ce qu'ils élaborent avec ça. Et depuis 1997, Yvigo a pu t'apporter quelque chose et quoi? Déjà me dire qu'effectivement je pouvais utiliser ce terme qui n'appartenait a priori à personne. J'avais besoin aussi dans Yvigo d'une confrontation, éventuellement d'une aide sur la pratique que je mets en œuvre. Et là-dessus, Yvigo a répondu tout à fait à cette demande, puisque je crois qu'on essaye de faire l'alliance entre la pratique et la réflexion. Isabelle, tu fais partie de la jeune floraison nantaise sous les bons soins de Martine. Comment as-tu découvert l'approche et comment l'utilises-tu? J'ai découvert l'approche des histoires de vie à l'université, donc j'ai une approche assez théorique, notamment avec les cours de Martine. Et je ne l'ai pas vraiment utilisée dans toute sa démarche, mais elle est sous-jacente à mes recherches parce que je m'intéresse à la construction identitaire à travers le rapport aux mathématiques. Donc c'est à ce niveau-là qu'elle m'intéresse. Et dans cette approche-là, comment tu utilises les récits avec les enseignants que tu rencontres et qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler cette démarche-là? Ça me permet de mieux comprendre comment l'enseignant appréhende la discipline qu'il enseigne et à quoi ça lui a servi dans son parcours personnel de faire des mathématiques. Ça c'est vraiment original parce qu'en quoi donc les mathématiques permettent-elles de se construire comme personne, hein? Parce que, oui, c'est ça, mais c'est parce que les mathématiques sont un savoir comme n'importe quel autre savoir. Donc c'est un rapport individuel et personnel qui va modifier la personne tout entière. C'est pas seulement un savoir comme n'importe quel autre savoir, c'est savoir des chiffres, des nombres, des opérations. Ça a une influence particulière, ça, sur la construction d'une personne? Je pense parce que ça a toute une représentation sociale aussi qui va signifier quelque chose pour la personne qui fait des mathématiques. Et on est fier d'être un bon mathématicien ou On peut être fier d'être un bon mathématicien. On peut être fier et comme on peut ne pas être fier aussi de... On peut aussi fuir les mathématiques pour l'image qu'on en perçoit. Tu as comme projet de rentrer et de t'investir plus avant dans le mouvement des histoires de vie pour pouvoir aller au-delà un petit peu dans cette démarche que tu proposes aux autres? Oui, parce que là, j'en suis qu'au début. Je suis très hésitante par rapport à cette recherche, à cette démarche, parce que je ne l'ai pas vécue moi-même. Donc c'est vrai que là, j'ai envie de faire une pratique de mon propre récit de vie pour m'approprier la démarche, pour voir ce que ça fait, et après la réinvestir dans le cadre d'une recherche ou de formation ultérieure. Ce courant des histoires de vie en collectivité semble avoir fait pousser une branche importante qu'on appelle la branche de l'intervention socio-professionnelle et politique.
Je pense avec toi, Dominique Bachelard développe cette branche aussi, il me semble, dans le développement local. Peux-tu nous expliciter la sève et la verdeur de cette branche? Oui, je pense donc qu'il faut commenter ces mots intervention socio-professionnelle et politique. Chaque mot pèse. Si on parle d'intervention, c'est sans doute parce qu'on est soit en contexte de formation, soit en contexte d'action collective. Il y a une initiative qui est celle du formateur dans la formation professionnelle et qui est celle d'un mouvement, en l'occurrence le mouvement ATD Quart Monde, dans l'action sociopolitique. Et donc, je dirais, dans chacun de ces champs, des méthodologies, des approches vont être mises en œuvre pour favoriser donc cette appropriation de sa propre histoire de vie par chacun, soit au niveau personnel, soit au niveau collectif. Au niveau du champ socio-professionnel, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'aider les personnes, d'accompagner les personnes pour qu'ils puissent faire émerger de leur histoire les connaissances, les compétences, les ressources personnelles qu'ils ont mises en œuvre et pour les aider à transférer ces ressources dans le champ de leur qualification professionnelle. Et donc, les méthodologies qui vont être développées, et notamment ce qui va être tiré de la démarche des histoires de vie, va avoir cette visée de valorisation d'une part, d'identification, on pourrait dire, de valorisation et de transfert. Il faut aussi dire que, je dirais, l'effet de cette approche est aussi un effet identitaire, c'est-à-dire qu'en retrouvant au fond sa ligne de vie, qui peut nourrir aussi une ligne de professionnelle, il y a aussi donc une sorte de prise de conscience de son identité socio-professionnelle. Dans le champ sociopolitique, on est dans une dimension plus collective, alors que probablement dans le champ socio-professionnel, on est dans une dimension plus personnelle, mais malgré tout toujours dans une relation interactive avec le milieu ambiant, avec l'environnement, avec le groupe. Dans le champ sociopolitique, donc, et en particulier dans le mouvement ATD Quart Monde que je connais plus particulièrement, en fait, les interventions vont être des initiatives favorisant la prise de parole. La prise de parole, c'est aussi une prise de pouvoir. Et la prise de pouvoir sur sa propre vie, on pourrait dire des biopouvoirs, je veux dire, permet donc à des gens qui ont été dévalorisés, qui ont été souvent enfermés dans la honte, dans le regard d'autrui et dans leur propre regard, je dirais, de reconquérir une dignité personnelle bien sûr, mais aussi une dignité pour leurs parents, leurs grands-parents, leurs familles, etc. Et donc, je dirais, de revaloriser collectivement, en fait, le milieu dans lequel ils ont vécu et les personnes qui y ont participé. Pourrais-tu nous présenter un peu cette branche-là d'accompagnement socio-personnel qui semble être la spécificité de ta pratique et de ta recherche? Oui, c'est d'ailleurs une spécificité qu'on est plusieurs dans le champ des histoires de vie à partager, qui est d'ailleurs assez caractéristique, sinon fondatrice, du mouvement des histoires de vie, où on travaille ces histoires en co-construction entre quelqu'un qui raconte et puis quelqu'un qui écoute et qui accompagne l'accouchement de cette parole de l'autre. Et derrière ça, on accompagne ce cheminement de redéployer un mouvement temporel dans le récit, par la narration de chacun vis-à-vis de son histoire, pour permettre que le passé passe, qu'il n'y ait pas des points de fixation et qui interdisent un petit peu cette reconstruction temporelle. Mais dans une vision qui est une vision qui se crée à partir du présent, c'est-à-dire que ce n'est pas une démarche tournée vers l'arrière. C'est une démarche d'un présent qui regarde les périodes précédentes pour pouvoir mieux se projeter vers l'avant, c'est-à-dire dans les deux sens du mot, travailler vers l'avant. Et alors sur cette branche, tu voyais
Christine Abels avec les constructions des devenirs d'enfants. Il y avait Christophe plus pris avec des personnes en souffrance sur la question des drogues plutôt. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Alex, l'aîné, c'est ça, oui. qui travaille en formation d'adultes avec des Et personnes... sur les problèmes d'orientation et de bilan, Voilà, oui. 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 Jean Abzou. Oui. Isabelle René peut se raccrocher par son travail de recherche à l'heure actuelle dans ce mouvement-là. Et puis on avait de la peine à le nommer. Hein. Et à un moment donné, on l'avait nommé psycho-socio-clinique. Oui, on avait de la peine à le nommer parce qu'il est très transversal finalement. Il recouvre aussi un petit peu ce qui se fait dans les autres. Et sa caractéristique était difficile à déterminer parce que c'est quand même assez souple et adaptable à chaque situation. Et que ça traverse un petit peu différents courants des sciences humaines. Mais ça se démarque quand même, notamment, même si quelquefois ça se pratique en intervention duelle, à deux personnes, ça se démarque des interventions psychologiques dans la mesure où on n'écoute pas la parole de l'autre en fonction de lui-même, mais sur un arrière-fond social et culturel. Donc il n'y a pas d'interprétation au sens classique du terme, en tout cas tel qu'on l'entend, interprété par rapport au psychisme de la personne. Donc les renvois sont toujours dans un contexte, parmi d'autres personnes, et où chacun est amené à un peu désenchevêtrer sa propre histoire de l'histoire des personnes avec qui il partage des moments de son existence. Et plus pour construire des projets, c'est pour ça qu'on parle d'interprétation instaurative, voilà. Plutôt que pour trouver des étiologies ou des causes dans une interprétation plutôt réductrice. Tout, voilà. C'est plus en projection et en rapport avec la formation et la connaissance. Peux-tu nous ébaucher là ce que pourrait être le développement de cette branche de compréhension interculturelle? Alors, d'abord, je dirais qu'on est quelques-uns à travailler dans cette direction-là. Christian Leray à Rennes, Zoubida Betach qui intervient dans cette émission à un autre moment, moi-même, d'autres encore. Et on travaille, je crois que ce qui nous relie, c'est qu'on travaille avec cette conscience que l'interculturel aujourd'hui se place dans un contexte international. Donc je crois que l'idée là, c'est de bien percevoir cette dimension-là, qui est une dimension de migration, de va-et-vient identitaire. Et dans cette dimension-là, les histoires de vie ont leur rôle à jouer. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être déjà leur rôle à jouer pour permettre à des gens de valoriser des savoirs qu'ils élaborent dans ces migrations, pour permettre à ces savoirs d'être reconnus par la société globale et donc de constituer de nouveaux outils de connaissance. Alors l'interculturel, moi je le situe à cet endroit-là, dans un espace international dans lequel des gens de plus en plus sont amenés à des déplacements qui ne signifient pas nécessairement qu'ils vont s'intégrer ou s'assimiler à d'autres cultures, mais qui constituent des savoirs tiers, des cultures tierces au fil de ces migrations. Au-delà de cette diversité, est-ce qu'on peut identifier, je dirais presque un terreau commun, des fondements un peu unificateurs? Oui, alors d'après nos discussions, donc, et je dirais les commentaires que nous avons faits sur ces trois branches, il me semble qu'on pourrait reconnaître 5 fondements communs qui constitueraient un petit peu les piliers de cette culture commune des histoires de vie en formation. Le premier fondement, me semble-t-il, c'est justement la visée formative. Et quand je dis la visée formative, c'est peut-être pour la distinguer aussi de la représentation qu'on a de la formation, qui a été identifiée par l'histoire de ces 15 dernières années à la formation professionnelle. Ici, le mot formation, il faut lui donner un sens plus fondamental. Revenir au fond à la forme, au mot forme. Il ne s'agit pas d'un apport, d'une intervention extérieure qui constitue une sorte d'apport de savoir que j'appellerais quasiment exogène, mais il s'agit pour la personne de donner forme à l'expérience qu'elle a de sa propre histoire de vie,
donner forme, c'est-à-dire identifier, valoriser, faire émerger, et dans ce travail même qu'elle fait sur elle-même, je dirais, elle se constitue en tant qu'auteur de sa propre vie. Aider la personne à devenir auteur de sa propre vie, c'est notre deuxième but, c'est notre deuxième finalité. En effet, d'acteur, la personne, par la réappropriation de son histoire, peut devenir auteur, c'est-à-dire s'inventer, au sens étymologique de trouver, identifier quelle est la ligne de vie qui a été la sienne à travers les aléas, les incohérences, les aventures de sa propre vie, identifier quelles sont les spécificités, ses connaissances, ses compétences, etc. C'est devenir en quelque sorte donc cet auteur de sa vie. Et je dirais le but de l'accompagnant, de celui qui l'aide à le faire, n'est pas, je dirais, de lui dire, de se mettre à sa place, de se substituer, mais je dirais de l'aider à réaliser cette prise de conscience émancipatoire qui sera celle de ses propres fondements. Le troisième fondement, c'est donc c'est le récit. Il s'agit d'un récit. On pourrait distinguer récit et histoire. L'histoire est en quelque sorte porteuse d'un sens global. Le récit, c'est se raconter. Et par le récit, c'est produire justement cette conscience, cette clarification, cette explicitation de son parcours. Mais c'est aussi produire du sens. Quatrième dimension qui nous paraît importante, c'est la dimension dialogale. La dimension dialogale, c'est-à-dire que chacun n'est pas simplement dans un monologue, il ne se raconte pas simplement à lui-même. Il est dans une relation de narrateur à ce qu'on pourrait appeler donc le narrateur, c'est-à-dire celui qui écoute, qui reçoit, mais qui n'est pas forcément un individu isolé. Et là, il faudrait passer du rapport interpersonnel au rapport aussi que l'individu entretient avec le groupe auquel il appartient et le groupe auquel il se raconte. Car, je dirais, le contexte de la narration n'est pas neutre. Il y a, je dirais, à la fois du point de vue de l'expression, mais aussi du point de vue de l'écoute, il y a là aussi toute une relation complexe, à la fois donc dialogale et dialectique, qui entre en jeu dans la narration. Enfin, le dernier fondement, qui n'est pas le moindre, c'est que la production d'un récit de vie est d'abord une énonciation. C'est un dire, le dire, c'est aussi se dire à travers donc le rapport que j'ai avec l'autre, dire à l'autre et susciter en l'autre une réponse. C'est aussi, en quelque sorte, dialoguer avec soi-même et ouvrir un espace de dialogue à l'intérieur de soi-même. Et c'est dans cet espace aussi que, je dirais, le travail sur son histoire de vie est possible. Surnager et naviguer, c'est-à-dire produire sa vie avec ses vies mouvantes, sont des opérations à la fois individuelles et collectives qui mobilisent de la recherche, de la formation et de l'intervention. Autant de tensions qui sont à articuler. Yvigo s'y emploie dans la dynamique de l'Association internationale des histoires de vie en formation. Des amorces donc existent à continuer si bon vous en semble.